Oui, nous voilà avec la box épopée fromagère du mois d'octobre. Michel, es-tu prêt? Aujourd'hui, on va vraiment parler fromage les deux. On va essayer de parler histoire. J'ai même pris le dossier parce que moi, je vois les fromages, je peux en parler, mais toi qui es un peu novice là-dedans, il faut que tu aies quand même les explications. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. On a 4 fromages, ils sont vraiment bien différents. Chaours, fromage à pâte molle, fromage avec la croûte fleurie. Quand on parle de Chaours, on est au cœur du vignoble, entre la Champagne et la Bourgogne. Imagine Michel, on est dans les vignes, mais on trouve du bon fromage. Alors, quand tu vois ce fromage, ben Michel, tu vas tout de suite penser camembert, dès qu'on voit le fromage à pâte molle. Et quelle est la grande différence entre un camembert et le Chaours? Eh bien, c'est dans le procédé de fabrication. Quand on fait un camembert, on laisse à peu près, on met de la présure, on laisse 30 minutes en présuré. Là, on laisse la présure prendre pendant 12 heures. Présure, c'est ce qui fait coaguler, ce qui solidifie le lait. C'est 12 heures de coagulation. Après, c'est gentiment égoutté. Le duvet blanc, le Penicillium camemberti, va tranquillement recouvrir tout ce fromage. 14 jours d'un premier affinage chez le producteur. Ça arrive chez nous, ça reste encore quelques jours pour bien affiner. Pas trop longtemps non plus, parce qu'après, il y aurait quelques points qui vont, des points rouges qui vont ressortir. Puis, je ne suis pas trop favorable pour ce genre de fromage à pousser trop loin l'affinage, parce qu'on veut du crémeux, on veut de l'onctuosité. Mais il ne faut pas aller trop loin dans la force, parce que ça serait désagréable. Voilà pour ce premier fromage. Oui, c'est marrant parce que tu dis, parce que en tout cas, entre le camembert et le Chaours, le goût n'a rien à voir. Terriblement, hein. Donc, on a du lait, on a le Penicillium camemberti, et on arrive à faire 2 fromages qui ont le goût complètement différent. C'est ça le savoir-faire du fromager. Celui-là d'ailleurs, il est vraiment très très crémeux. Hein. Oui, il est très doux. Hein. Quand vous allez le déguster, un tel fromage, n'oubliez pas, comme pour tous les fromages, mais de ne pas le déguster froid à la sortie du frigo, mais le laisser venir en température. Et là, je pense que vous aurez la surprise d'avoir du crème. On passe au deuxième. Le deuxième, on est à peu près dans la même texture. On vous parlait de camembert. Eh bien, avec le Saint-Héret, on a la même couleur. Oui, un peu légèrement plus petit, hein, légèrement plus racé. Déjà le fromage. On est vraiment dans la texture camembert. On est avec le Penicillium camemberti. Le parfum de champignon, je l'ai la même chose. Simplement, on est avec du lait de chèvre. On est dans la région de Poitiers. La région de Poitiers, c'est une région qui a été connue pour les chèvres et les brebis. On est avant le Moyen-Âge, dans les années 700, 800. Eh bien, il y a eu l'invasion des Sarrasins. Les Sarrasins ayant été battus sont repartis, mais ils ont laissé leurs chèvres et leurs brebis. Ça, c'est un petit peu la poésie, c'est l'histoire qu'ils le racontent. Mais il ne faut pas l'oublier, c'est qu'avant les vaches, à travers toute l'Europe, on faisait fabriquer d'abord du fromage de brebis et de chèvres. Petit à petit, il commençait à avoir des vaches, et là on a fabriqué du brebis et de chèvre avec un petit peu de lait de vache. Mais à la base, c'était vraiment ça à travers l'Europe. Donc, historiquement, c'est assez juste. Et ce fromage a été créé au début du siècle passé, mais tout d'un coup, la production, pour des raisons économiques certainement, la production a été abandonnée, et c'est seulement il y a une dizaine d'années que quelques agriculteurs se sont réunis et se sont dit on va refabriquer ce fromage-là. Le produit réussit, mais seulement les aléas économiques. Il faut vendre, il ne faut pas seulement produire, et ils n'ont pas réussi, c'est un échec. Et c'est seulement il y a, je crois, 3 ou 4 ans que cette fromagerie a été reprise, et puis ce Saint-Héret a été remis à l'honneur. Et c'est amusant d'avoir finalement dans cette boîte, en la voyant, on dit ah c'est un camembert, puis après on voit Saint-Héret, on voit la chèvre, on a un fromage de chèvre avec ce goût différent, typique du fromage de chèvre. Belle expérience pour ce deuxième fromage. Alors avec le numéro 1, le numéro 4, on arrive dans des fromages historiques. Et Michel, j'aime bien, dès qu'on parle de fromage, creuser un peu dans l'histoire, et chaque fois j'ai des surprises. Plus je creuse, plus j'ai des informations qui se vérifient et qui deviennent scientifiques. Donc, l'Appenzell. L'Appenzell, imaginez, c'est un immense fromage. Je crois que j'en ai un bout là. On va même, Michel, pouvoir le déguster. Déjà un grand fromage. Fromage qui arrive à 90 kilos. Je crois que c'est le plus grand fromage du monde que je connaisse. Ah, ça, il faut imaginer que c'est un tout petit bout, hein, normalement. C'est un petit bout. Tu imagines, c'est 90 kilos. Donc déjà, pourquoi faire un fromage de 90 kilos? Il faut être fou. Mais l'origine est historique. On est en Suisse,
Emmental, c'est la vallée de l'Emmen, on se trouve près de Berne. Et les Suisses, on parle de ça au XVe siècle, c'est le gruyère qui est beaucoup exporté, qui est exporté en France. Les Français sont friands de ce fromage-là. Et l'Emmental commence sa production. Et tout de suite, ils font un grand fromage pour deux raisons. Pour l'exportation, ça leur coûte moins cher parce que la taxe d'exportation, elle n'est pas au kilo, mais elle est à la pièce. Donc, plus la pièce est grande, moins ça sera cher pour l'exportation. Et puis, deuxième raison, c'est pour ça que ça a perduré, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus ces taxes-là. Pourquoi ça a perduré? Parce que pour avoir ces trous, ces ouvertures qui est dû à du propionique à l'intérieur, on le met volontairement pour avoir le développement de ces trous, eh bien, il faut que le fromage soit suffisamment grand. Et ce développement de propionique, au début de l'affinage du fromage, ben, le fromage il va gonfler et puis ces trous vont se produire. Et quand on l'a ouvert, et ce fromage il a plus de 20 mois, hein, il a déjà un bel affinage, ben, il y avait même de l'eau à l'intérieur de ces trous pour preuve de son bel affinage. Donc ce fromage-là, il était exporté au départ en France, mais après, comme pour le gruyère, ben, les Français, la région du Comté, la région du Beaufort, a commencé à fabriquer ce fromage aussi, côté français. Donc, intéressant de déguster. Michel, quand on dégustait l'Emmental, rappelle-toi, l'année passée, on l'a mis dans notre calendrier de l'Avent. Le goût nous plaisait, hein, oui, ça reste mais un classique. Voilà, c'est un classique. C'était un peu la texture qui nous dérangeait, cette texture un petit peu élastique. Raison pour laquelle je me suis dit, ce fromage-là, il faut qu'on le pousse un peu. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et celui-ci, il a 26 mois et cette texture élastique dans l'Emmental, bien a disparu. Et on va la redéguster. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire aussi dans les commentaires si c'est un fromage que vous aimeriez pouvoir avoir toute l'année parce que ça prend énormément de place en cave. Oui, puis imagine 90 kilos. Il nous faut une année pour l'affiner, quoi. Et puis pour les nettoyer, quand il faut sortir 90 kilos et tourner le fromage. C'est agréable à faire, mais pour moi, c'est le jour et la nuit. Hein. Ouais. Ce côté élastique a complètement disparu. Hein. Et puis le goût du Emmentaler, il est toujours marqué, mais c'est comme si tu avais un Emmentaler premium, quoi, qui est vraiment arrivé à comment il doit être en fait. Tu as vu, comme ça reste longtemps dans la bouche. Toi, tu aimerais goûter un bout, mais pas bien. Je ne me coupe pas les doigts. Hein. On est dans un fromage à pâte dure, hein. D'accord. Hein, un bon parfum. Donc là, vous allez déguster un fromage, pour moi, hors catégorie, parce que c'est très très rare déjà de trouver un Emmental de cet âge-là. Et quand vous allez le déguster, vous allez vraiment sentir tous ces parfums. Et puis ce côté, on se rapproche aussi des vieux gruyères, des vieux comtés, des vieux Beaufort. Hein. Belle longueur en bouche, beaucoup de saveurs, des goûts différents. Quand tu le mets dans la bouche, tu as un goût. Au moment où tu avales, tu vois, tu as un autre goût qui se développe. Et je pense que ce serait pas déconnant de le pousser même jusqu'à 30 mois. Je crois qu'il peut. Hein. Il peut supporter. Le Gilles, la seule réticence qu'on a, c'est cet immense poids. Hein. Ouais, c'est pénible ça. Quand il faut travailler un fromage de 90 kilos, pour toi, Michel, qui est jeune, pour faire un petit peu le physique, c'est peut-être la solution. On en reparle. Hein, on en reparle. Il n'est pas si terrible que ça, ce fromage, finalement. Ouais. On passe au dernier fromage ancestral. Pourquoi? Parce qu'on est en Savoie. Le fromage s'appelle, évidemment, Tome de Savoie. À la base, à l'origine, c'était un fromage qui était utilisé qui était fabriqué avec le surplus de lait. Je vous ai dit, dès le XVe siècle, la Savoie, la Comté, on fabrique du gruyère, on fabrique de l'Emmental, des immenses fromages. Mais pour faire un fromage de 90 kg, il faut 900 litres de lait. Donc imaginez que tout le monde n'avait pas, chaque fromager n'avait pas chaque jour 900 litres de lait, dans le gros de la saison bien sûr, mais en fin de lactation, quand tout d'un coup il commence à avoir moins de lait, ben, ils n'avaient pas le lait pour faire un grand fromage. Donc ils ont commencé à faire ces petites tomes de Savoie. Et dès qu'on parle de tomes de Savoie, tout de suite on a à l'esprit ce mucor qui s'appelle poil de chat. Et le poil de chat, ça ne m'étonne pas, parce qu'on peut appeler ça aussi un fromage de ménage. Finalement, il faisait avec le surplus de lait, donc c'était peut-être un fromage qui était fabriqué aussi par la famille pour la consommation familiale. Donc, peut-être avec moins d'habitude, avec moins de rigueur, on fabriquait ce fromage, puis on le laissait dans le coin de la cave. Le champignon poil de chat, ben, il adore ça parce qu'il se colle facilement sur le fromage. Et nous, dans nos caves, si on a ce champignon, on s'en débarrasse le plus rapidement possible, à part la tome de Savoie et le Saint-Nectaire, et j'ai aussi une tome de Trois-Torrents. Et
il vient facilement dessus, donc il laisse venir. Résultat, au goût, eh bien, ça donne de nouveau un goût bien différent avec ce champignon poil de chat. Quand vous allez le déguster, il y a plusieurs théories à ce sujet. Michel, te rappelles-tu, moi je disais toujours, dès qu'on a le poil de chat, on enlève la croûte. Puis qu'est-ce qu'on a découvert l'année passée? La méthode Bellonté. Ah voilà, on va appeler ça la méthode Bellonté. On va appeler ça la méthode Bellonté. C'est vrai que c'est exceptionnel comme méthode parce que c'est plutôt au lieu d'enlever simplement la croûte parce que finalement la croûte est trop forte souvent avec le poil de chat, on gratte un petit peu comme ça. Juste pour enlever un peu, parce qu'il y a trop. Ouais. Un petit peu, et ensuite tu manges avec la croûte. Enfin, les arômes, tu gardes les arômes du champignon sans avoir ce côté amer ou des fois trop. Tu as d'autres saveurs qui se développent. Monsieur Bellonté, une personnalité dans la fabrication du Saint-Nectaire. Bonne idée qu'il nous a donnée parce que c'est vrai que ça donne plus de caractère au fromage. Moi, par exemple, je mange tout le temps les croûtes, même sur un gruyère et tout, j'adore les croûtes. Ouais. C'est vrai que le poil de chat, des fois, sur un Saint-Nectaire, c'est trop. Tu n'as même plus le goût du fromage. Ouais. Là, avec cette méthode, tu peux continuer à manger la croûte. Donc, quand vous allez le déguster, utilisez la méthode Bellonté. Amusant. Voilà, on a fait le tour de ces 4 fromages de l'épopée fromagère du mois d'octobre. Avec ça, je vous ai déniché aussi un vin qui me plaît beaucoup. C'est un païen. Donc, dès que je vous parle de païen, pour moi, c'est peut-être le vin qui s'accommode le plus avec les fromages. Alors, païen, c'est un vin, il y a d'autres appellations, Haïda, sous le nom aligoté, sont des vins qui ont beaucoup d'acidité. Quand on fait l'accord vin et fromage, surtout avec les brebis et les chèvres, eh bien c'est toujours le païen qui va le mieux parce que ça donnera un bel équilibre. Il a été élaboré par la cave Le Bosset, on est à l'Étran, c'est notre voisin, ça fait partie aussi de la famille, entreprise familiale, où les 2 sœurs ont repris un petit peu l'entreprise avec leur époux. C'est une cave qui est bio, c'est un vin qui est passé en fût de chêne et quand vous allez le déguster, il y aura un petit peu cet arrière-goût pêche blanche, mais aussi un petit arrière-goût noisette. Ça devra bien aller avec ces 4 fromages, vous allez pouvoir vous régaler. Tu pars à la maison avec ça, puis tu me laisses les petits, quoi. Hein?